E buonasera italiani, benvenuti tutti Juve, moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match de la première demi-finale de l'Euro, Italia-Espagne. Pour en discuter, je serai accompagné d'une sacrée équipe ce soir les amis. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Salut, ça va super bien. On a stressé, on a été heureux, on a restressé, on a fait 2 crises cardiaques en plein milieu, mais on est là, on est en finale. Mais que c'est beau après 5 ans de purgatoire, que c'est beau. Putain, incroyable ce soir, franchement, ça a été le feu, la folie. Tiens, salut le chat, je tiens à préciser qu'il y a toujours mon frère qui est là. Salut Sfico, comment tu vas mon pote? C'est pas mon pote, hein, c'est mon frérot, mon vrai frérot. Et salut Sylviane, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et avec nous autour de la table ce soir quand même, franchement, avec ton beau drapeau. Salut Mathias, comment tu vas mon pote? Tu vas bien? Je suis ravi et en âge. Mais tout va bien. Plus qu'un match. Allez, plus qu'un match. Plus qu'un match et on la rapporte à la maison, la coupe. Hein. Et la plus belle ce soir pour aller danser. Salut Elsa, comment tu vas? Tu t'es même pas préparé pour nous, quoi. T'as même pas fait le maquillage. La finale. Là, il n'y avait pas le temps de maquillage, je sais pas quoi. J'ai fait 3 crises cardiaques, j'ai plus de voix. Je pense que les voisins ont appelé les flics. C'est mort. C'est clair. Franchement, c'était un match de folie ce soir. Allez, garde la main et dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé un peu de la physionomie du match. Je tiens à préciser qu'on a joué toujours en 4-3-3. Je vous remets un petit peu les compos à l'écran. Allez, Pat Le Guen, dépêche-toi. Donc, derrière, il y en avait Donnarumma, une ligne de 4 avec Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson. Emerson à la place de Spinazzola, qui, je rappelle, a eu une rupture du tendon d'Achille. Au milieu de terrain, Barella, Jorginho, Verratti et devant Chiesa, Immobile, Insigne, devant une équipe en fait de l'Espagne qui était plutôt pas mal également, puisque franchement ça a été vraiment une grosse équipe qui était aussi en 4-3-3 avec Una Simon, Alba, Laporte, Garcia et Azpilicueta sur la garde défensive qui a fait une grosse. Moi j'ai bien aimé son match, mais on en reparlera un petit peu. Au milieu de terrain, Gonzalez, Busquets, Koke et devant Fernando Torres, Olmo et Oyarzabal. Eza, la question vaut toujours. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce match, de cette physionomie du match un petit peu? Je pense que Lionel sera d'accord avec moi, mais je pense il cherche des alliés. Elle cherche des alliés. Non. On a bien joué cette demi-finale de l'Euro 96 contre. Non mais franchement, on a retrouvé l'Italie de quand j'étais jeune. Ça défendait à mort. Ça laissait le ballon au maximum. Mais en contre, c'était très dangereux et au final, voilà, ça passe. Il y a eu je sais pas si c'était un parti pris de Mancini ou si ça a été causé par les 5 premières minutes, mais voilà, ça a fini par être un match classique comme avant. L'Italie laisse le ballon, l'Italie défend et coulisse comme il faut, au mieux en tout cas possible. Et voilà, sur les occasions de contre, faut être précis, la mettre au fond. Ça a presque fait victoire ce soir, mais voilà, on perd pas, on passe au tir au but et tant mieux. Bah, moi, personnellement, j'ai pas l'impression que c'était une volonté, mais on va en discuter tous ensemble. Et puis, je redonne la main à mes petits camarades. J'ai pas l'impression que c'était une volonté de vouloir garder, de vouloir laisser la balle.
bien au contraire. Je pense qu'en fait, on s'est fait prendre à notre propre jeu et que l'Espagne l'a très bien joué. Et au final, on arrive à gagner quand même. Mais j'ai pas l'impression de ça. Alors, effectivement, c'est dans l'ADN d'un Italien de savoir bien défendre. Et heureusement, j'ai envie de te dire, puisque c'est ce qui nous sauve un petit peu. Et voilà. Ouais, mais c'était dans Voilà. ce sens-là. Je me demandais si les 5 premières minutes ont conditionné ça ou si c'était une volonté dès le départ. Parce que voilà, mais bon, au final, ça a payé. Ouais. Mathias, ton avis un petit peu sur la physionomie du match, pardon? C'était un Italie-Espagne pur jus. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus à part c'était Italie-Espagne. On savait que ça allait pas faire comme l'Italie-Belgique, que les Espagnols allaient avoir la possession du ballon, même si c'est pas la génération dorée d'il y a 5-6 ans. Je suis d'accord avec toi, Titou. Je pense pas que l'Italie c'était comme prémédité de jouer de la sorte. Je pense que l'Espagne a vraiment joué son meilleur football depuis l'Euro, et puis il fallait que ça tombe contre nous forcément. Ça a été serré, on a quand même souffert. Là, je dirais pas que j'ai été en contrôle comme la Belgique où on était des fois un peu serein. Là, on était quand même en souffrance sur certains faits de jeu. Et puis voilà, bon, on n'était pas aussi aidé avec notre formidable attaquant, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, Italie-Espagne pur jus, j'ai que ça à dire. Toi, de ton côté, avant que je donne un peu les statistiques générales du match, qui font franchement sont assez dingues. Attendez, je viens de voir un truc. Je te coupe la parole 2 secondes. Ouais, je viens de voir Insigne en train de danser avec le maillot de Spinazzola sur la pelouse pour fêter match. Le maillot sympa. fait sa taille. C'est incroyable, mais c'est vraiment, l'image est sympa. T'as Monchigny autour avec tout le staff qui saute avec lui et tout. Non, franchement, c'est top. Ouais, voilà. C'est sympa. Désolé, Lionel. Non, t'inquiète. Ben, moi, j'ai revu la demi-finale de l'Euro 2020. 2000, pardon, contre les Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Où l'Italie, pendant 120 minutes, a défendu, a eu quelques occasions. À l'Euro 2020, ils avaient pas mis de but, mais là, ils ont mis un but par Chiesa. Ouais. 2000, pardon. Voilà, l'Espagne a maîtrisé le match de bout en bout. Ils ont été bien meilleurs sur ce match, il faut le dire. Mais l'Italie, voilà, a super bien défendu, a bien tenu, a été très forte en contre, a vraiment mis les Espagnols en difficulté quand ils étaient en contre. Et passe au pénalty. Pour une fois, les pénaltys nous sourient. Donc, on va pas cacher notre tir. Comme je disais, ça fait 5 ans qu'on est en galère, qu'on s'est tapé Ventura pendant 2 ans et que Mancini a relancé la machine. Et ça fait du bien d'être en finale. Et maintenant, la marche est la plus difficile et il faut la gagner. Alors, quelques statistiques qui font peur quand même, parce que moi je pensais franchement avoir un match hyper équilibré, puisque c'est 2 équipes qui ont une philosophie aujourd'hui de jeu qui est de maîtrise du ballon. Et là, franchement, l'Italie n'a pas du tout maîtrisé le ballon, dans la mesure où il y a eu 70% de possession de passes de balles pour l'Espagne, 908 passes. Je crois que c'est un record. J'ai jamais vu autant de passes réalisées par une équipe. Elle en a réalisé 908 contre seulement 387 pour l'Italie, qui est normalement dans un total de 700 passes. Donc imaginez-vous, l'Italie aujourd'hui, elle a joué, c'est comme si elle jouait un ballon sur 2. Moitié de match. Ouais, exactement. En termes de passes réussies, ils en ont réussi 805 du côté de l'Espagne. C'est juste pas de cesse, quoi. Mais c'est un truc de dingue. En termes d'occasion, bon, l'Espagne, on a eu plus, hein, on a eu 11 contre 6, mais une stat intéressante quand même, ce sont les tirs cadrés. Non, ils ont plus cadré, ils ont cadré 5 contre seulement 4. Ouais, mais en pourcentage de tir total, ils ont moins cadré. Oui, en pourcentage de tir total, ils en ont fait 16, l'Espagne. Effectivement, tu as raison, Eza. Comme toujours. et tir cadré. Non, mais si je lui dis pas ça, elle est pas contente, tu vois. Donc, non, mais elle fait la gueule toute la soirée. C'est les femmes, ça, c'est les femmes. C'est ça. Non, mais faut relativiser les chiffres. Ça, faut voir aussi en termes de nombre de tentatives. Ouais, de gros duels quand même au niveau du milieu de terrain, puisque la Juventus a intercepté 23 ballons contre seulement. Il n'y a que Bernardeschi, Bonucci qui ont. Ah, mais aujourd'hui, la Juventus, elle a été à l'honneur. But de Chiesa, lucarne de Bernardeschi et but de Morata. Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et très gros match de Chiellini Bonucci. Ouais. Et très gros match de. Ouais, bon, après, ils sont un peu sur les talons, hein, sur le but. On en reviendra aussi également.
Mais enfin, moi, j'essaye de rester juste le plus objectif possible, puisque avec toi, c'est pas possible. Surtout pas. Allez, vas-y, Elsa, parle-nous un petit peu de la défense. Je crois que tu as bien aimé cette défense ce soir. En fait, en réalité, de toute manière, la défense, c'est ce qu'on a vu ce soir. On a vu une équipe entière défendre. Pour parler des défenseurs en eux-mêmes, Donnarumma. Salut GG la Brésilienne. Gros cœur sur Donnarumma, je suis mitigé sur sa prestation. Il fait des gros arrêts au moment où il faut. Il a pu être présent parfois sur les duels ou dans les sorties, mais le jeu au pied est catastrophique. Dans d'autres sorties, il n'a pas été rassurant du tout. C'est clair. Et en plus de ça, la consigne de Mancini, c'était qu'un des deux défenseurs centraux fasse le 6 mètres sur Donnarumma. Moi, il y a des moments, je fais des arrêts cardiaques, j'ai cru qu'on allait prendre un but comme ça. Il y a un moment, Morata, il la touche du bout du pied, ça sort. Mais c'était à 2 doigts de faire but, quoi. Donc, j'ai pas trop compris cette consigne en sachant très bien. Enfin, pour moi, c'était évident que l'Espagne allait avoir la possession. Peut-être pas à 70%, mais c'était sûr qu'elle allait avoir le ballon la majeure partie du temps. Donc pourquoi, alors qu'ils font un pressing haut, parce que c'est comme ça qu'ils jouent, et qu'ils vont avoir le ballon, les rares moments où tu as le ballon, tu cherches à relancer sur Donnarumma, qui est le joueur le moins habile de ses pieds de la sélection. C'est une vraie stat ce que tu dis. En tout cas, c'est une vraie remarque. Je suis content que tu l'emmènes. En fait, il a perdu 14 ballons sur 55. C'est énorme. Trop. C'est énorme. Et effectivement. Et le problème, c'est qu'il les a perdus, et la plupart du temps, pas en les lançant devant. Ouais. En faisant des relances pourries dans sa moitié de terrain. C'est trop dangereux, ça. Et en fait, il relançait pas court, il relançait souvent à demi, il sautait une ligne. Et en plus, c'était des ballons en l'air, c'était difficile à les choper de la tête, en tout cas à les contrôler. Donc on a perdu beaucoup. Et je pense que ça a été aussi un des points négatifs de notre côté. Exactement. Et on a eu du mal au milieu de terrain. Je suis complètement d'accord avec toi, puisqu'on n'arrivait pas de relancer derrière. C'est ça. C'est là où j'allais en venir, c'est que jusqu'à ce qu'il soit totalement cramé par les efforts et les allers-retours, défense attaque. Enfin, pour le peu, on a été en attaque en première et deuxième période. Les latéraux, je les ai pas trouvés si mauvais que ça, honnêtement. Je trouvais qu'ils avaient tenté, qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts. Et effectivement, dès la 60e, on les a sentis qu'ils commençaient à baisser le pied, à être cramés parce que ils ont fait des efforts monstres pour contenir le 4-3-3 espagnol, les ailiers qui permutaient tout le temps pour aider les deux centraux. Donc j'ai pas trouvé que Di Lorenzo, d'ailleurs, qui sort vachement bien le ballon à un moment donné, je crois que c'est devant Oyarzabal, je sais plus, du pied là, juste devant Donnarumma sur un centre tendu. Ouais, il fait un tac comme ça, il la sort bien et tout. Donc non, j'ai trouvé que défensivement, Di Lorenzo et Emerson, même, il a essayé d'apporter un petit peu en première période offensivement avec sa chevauchée de lévrier là, à un moment donné où il oublie de lâcher le ballon. Ouais. Mais voilà, j'ai trouvé qu'ils s'étaient donné à fond, qu'ils n'avaient pas été si mauvais que ça. Après, voilà, ils n'ont pas apporté offensivement, ils ont fait que défendre. C'est un match moyen et la fatigue à la fin, ça a été fatal. Pour la défense, à part le but où c'est une phase de transition au final, cette récupération de balle et cette passe dans la profondeur après, ils n'ont pas été trop en danger. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt bien contenu. Les occasions de but et les positions de frappe qui ont été obtenues par l'Espagne n'ont pas été forcément flagrantes ni très ouvertes. C'était souvent des demi-ouvertures et on l'a vu parce que ça passait à côté. À part 2-3 occasions où Donnarumma il a fait 3 arrêts. Ouais, mais il y a pas que ça. Il y a un moment donné sur la deuxième mi-temps, la tête, ça passe un cheveu. Donnarumma, c'est vrai qu'il pousse bien. Pas. Ouais, il la pousse pas, mais tu vois, il y a beaucoup de petites. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr, mais sur un match où tu défends 70% du temps, ils ont été bons. Voilà, ils pouvaient pas éviter qu'il y ait 0 occasion. Si là, sur un match comme ça, déjà que c'est stérile le jeu de l'Espagne, hein, clairement, 908 passes, 804 réussis pour aussi peu de tirs cadrés en 120 minutes, pour moi, c'est stérile. Ouais, c'est pas si stérile que ça, dans la mesure où en fait il y a quand même une utilité, un jeu de passe comme ça, même qu'il soit vertical, etc. C'est déjà aussi fatiguer l'adversaire. C'est dommage que j'ai pas les kilomètres parcourus parce que je vous assure, faire sortir Chiesa à la 110e minute, à 105e minute, parce qu'en fait il est rincé physiquement. Il est cramé bouilli depuis un quart d'heure à ce moment-là. C'est gros parce qu'il a un gros volume de jeu. Il est ressorti avec 2 jambes en bois. Je sais même pas s'il va pouvoir jouer la finale. En tout cas, il faut qu'il rentre dans un caisson de récupération, c'est obligé.
obligé. C'est incroyable. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi que ça fatigue l'adversaire, mais en fait, ça l'endort. Mais ok, soit c'est une utilité, mais pour moi, ça reste stérile. En termes de nombre de passes nécessaires pour avoir une occasion, c'est affreux, quoi. Mais je faisais juste cet aparté pour dire que en ayant défendu aussi longtemps pendant 120 minutes, ils ont fait pour moi une bonne partie. Et ils pouvaient pas éviter qu'il y ait 2-3 occasions, malheureusement. Et là, surtout sur la fin. Ouais, tu fais une super transition pour Lionel, puisqu'on sait très bien que Lionel, c'est le défenseur du Catenaccio, c'est ce qu'il aime, c'est la défense. Et moi, ton avis sur cette défense-là, fais-toi plaisir et vas-y, sors-nous tes superlatifs. Qu'est-ce que tu as aimé ce soir? Qu'est-ce que tu as moins bien aimé? Je vais rien rajouter de plus par rapport à Donnarumma, parce qu'Edza a tout dit. Il a été faible au pied, il a fait les arrêts qu'il fallait quand il fallait. Il a rassuré la défense, pareil, par ses sorties sur quelques coups francs, sur quelques corners. Il a fait le match qu'il fallait. Après, voilà, le jeu au pied, il a 22 ans, il faut qu'il s'améliore là-dessus. On a pu voir que son homologue espagnol avait le même problème aussi. Donc, c'est un problème récurrent sur ces deux gardiens sur ce match. Donc, voilà, c'est un point à améliorer pour qu'il soit vraiment top 3 mondial. Pour la défense, pour moi, la première mi-temps, j'ai trouvé le Bonucci de la Juventus. Quand il faisait les passes longues, il n'y en avait aucune qui arrivait, il y avait zéro précision. Au duel, il n'y allait pas, il attendait toujours, il reculait jusqu'au dernier moment, chose qui ne nous avait pas habitués pendant tout cet Euro. Chiellini, monstrueux, quand il est en pleine possession de ses moyens, à 36 ans, il est toujours dans le top 5 mondial, sincèrement. Il est vraiment énorme, vraiment énorme. Di Lorenzo, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui par rapport au match contre la Belgique où il avait pris un peu l'eau. Là, il a été vraiment bon. Il a bien quadrillé l'attaque gauche de l'Espagne. Donc, il a été très satisfaisant pour moi. J'ai un point un peu négatif sur Emerson. Après, voilà, Emerson n'a pas joué. Il n'a pas fait une saison de fou non plus. Il était remplaçant. Il faut prendre la place de Spinazzola, c'est compliqué. Il a eu une première demi-heure où vraiment ça a été juste, il avançait pas, il prenait pas l'espace. Vraiment, il se contentait à voilà, j'ai la passe et je la fais devant à mon coéquipier et c'est tout. Après, il a commencé à se lâcher un peu au bout de la 30-35e minute. Mais les 30 premières minutes ont été pour moi un petit peu plus compliquées quand on était habitué de Spinazzola qui poussait partout, qui était de partout, qui allait des milieux, il était de partout et on passe à Emerson. On voit que le niveau, c'est pas du tout le même. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Emerson, il a touché, alors juste pour donner un petit peu de perspective en termes de statistiques, c'est seulement 40 ballons touchés en 75 minutes et 9 perdus. Alors, c'est un quart quand même de ces ballons qui sont perdus. Et très peu de duels réussis et très peu de duels aussi réalisés puisqu'il est parti que 4 fois au duel et il n'en a gagné que 2, donc 1 sur 2. Et puis, un seul petit centre et 23 passes. En 75 minutes, je trouve que c'est pas assez. Alors moi, j'ai remarqué aussi. Franchement, j'aurais pensé qu'il en avait perdu. Il a une action énorme. Il a une action énorme à la 45e où il met la barre. Ouais, la seule fois où il pousse vraiment l'action, à la 45e, il fait la barre transversale. Et moi, je trouve que, après, il peut être fatigué, tout ça, mais que le changement Emerson-Portoloy a complètement déstabilisé la défense. C'est ça qui fait qu'on encaisse un but. C'est à cause de ça qu'on prend le but et Toloy, il est à la ramasse tout le match. Il a fait que des fautes, il n'a pas récupéré un ballon, il n'est jamais monté. Pour moi, ce changement-là nous a mis plus en difficulté que tout le reste du match. Bah, tu vois, c'était pas attendu que ça nous mette en difficulté parce que franchement, on avait un joueur sur le terrain qui était complètement rincé et que moi, je me suis dit à un moment donné, ouais, c'est vrai, bon, pourquoi pas. Tu vois, j'ai pas dit, tiens, c'est pas un bon coaching. Alors, en revanche, ne voir que rentrer Locatelli que, tu vois, à la 85e minute, là, je me suis dit, c'était dingue. Mais bon, passons, on verra ça un peu plus tard quand même. Si on avait quelqu'un à noter, en fait, qui vous préfériez noter, Bonucci ou Chiellini? Sachant que je vous donne quelques petites stats comme ça. Chiellini, 75 ballons, 20 perdus, 52 passes, donc seulement 70% de passes réussies. Donc ça recoupe un petit peu avec ce que tu as dit, Lionel, sur ces longs ballons perdus, parce qu'il en a perdu une vingtaine. Et Chiellini, quand même, qui a été énorme aussi ce soir.
avec 55 passes, 2 interceptions, 4 tacles et 71 ballons. 12 perdus avec 83% de réussite. Qu'est-ce que tu as envie de noter, toi, Mathias? Tu n'as pas entendu, je sais, je te donnerai la main sur le milieu de terrain Comme vous d'abord. voulez. Mais en termes de défenseur, qui est-ce que tu aimerais bien noter? On peut toujours noter Bonucci, ça fait toujours parler un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, réfléchis. On est d'accord. Bon, du coup, moi, je trouve plus du tout mon feu pour mon ardoise. Donc, du coup, je lui donne 6 aussi. Je lui donne 6 aussi. Bah, les gars, il n'y a pas de débat. Bon, moi, quand même, Merde. je voudrais parler un petit peu de deux choses alors, puisqu'on est plutôt d'accord quand même sur la défense. Et je vais te donner la parole à toi, Mathias, avant de passer au milieu de terrain. Alors, il y a deux choses en fait qui m'ont déplu, c'est notamment sur le but, où quand même on voit une défense centrale apathique devant Morata. En fait, ils sont sur les talons et en fait, ils se font prendre comme des bleus en 1-2 dans l'axe. Il devrait y avoir une mini couverture à ce moment-là, ou en tout cas une réduction de l'espace vis-à-vis de Donnarumma. Je sais pas, Donnarumma en fait part directement côté gauche, mais il voit bien évidemment que Morata est sur son côté gauche, donc forcément il va le mettre au plus facile. Donc il devrait sortir sur son pied, je le trouve pas qui sort. Pour vous, à qui le but, à qui la faute? À la défense centrale ou alors un Donnarumma qui sort peut-être pas assez vite pour réduire l'espace et qui sort pas dans les pieds? Pour moi, c'est barré là. Moi, c'est le milieu. Ouais, c'est ça. C'est les deux qui couvrent pas du tout sur la récupération de balles. Et il a un boulevard pour faire la bonne passe. Du coup, il y a un mec en défense qui remonte. Morata a de l'espace après. Sur le 1-2, on voit que Chiellini, il va couvrir sur le sur joueur les talons, pour essayer Chiellini. de. Ouais, il est sur le joueur, il est sur les talons. Il est sur les talons parce qu'il est au compte au marquage de Morata qui a la balle, qui fait la passe à un mec qui est démarqué, donc il va pour essayer de l'empêcher de faire sa passe, et ensuite il revient sur Morata pour défendre. Donc Chiellini n'est pas du tout responsable là-dessus. Il essaie de faire le boulot que les autres font pas. Pour moi, Barella et Jorginho doivent marquer Dani Olmo et ils le font pas du tout. Il est tout seul au milieu. Alors, ok, il fait sa passe, mais bon, il y a quand même normalement, ils doivent gêner Morata. Donc, tu vois, enfin, moi, je suis partagé. Hein. Je suis d'accord avec toi sur le fait que jamais cette passe doit être faite et qu'il doit y avoir une couverture au milieu de terrain. En revanche, je vois bien quand même Bonucci et Chiellini qui sont sur les talons. On peut se poser la question, est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce que c'est un manque de couverture ou de coordination? C'est la contre-attaque. Ça peut être la fatigue aussi. La contre-attaque et la passe, elle est laser. C'est une perte de balle. La passe, elle est d'une rapidité et d'une précision. C'est compliqué d'intervenir. En plus, Morata, il arrive directement dans la surface. Tu peux plus intervenir. C'est soit tu récupères la passe, on n'est pas loin. On n'est pas loin du gardien. On est pratiquement sur ses 6 mètres. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il peut sortir, au moins faire 1 ou 2 pas pour lui gêner son angle de tir? Moi, j'ai pas vu ça, tu vois. Bah, il avance pas, il se couche directement du côté derrière. Après, pour Donnarumma, je vois que certains sont tombés dessus. Moi, tu peux rien lui dire. Tu as Morata qui arrive en face de toi. Il peut ouvrir le pied et te le croiser dans la lucarne adverse. Il peut te le mettre comme il te l'a mis là, le long du. Il a plusieurs solutions possibles. Donc, après, il aurait pu sortir peut-être. Non, mais vous avez raison. Enfin, la faute première, c'est le milieu de terrain qui laisse passer, quoi. Mais après, bon, quand le milieu de terrain est passé, bah, tu as la défense. Enfin, c'est une faute d'équipe. Mais Donnarumma, pour revenir sur ce que dit Titou, là, je suis d'accord, c'est pas de sa faute. Mais le gars, il fait 2 mètres, 100 kilos. C'est vrai qu'on s'attend peut-être plus à ce qu'il sorte un peu plus, tu vois, vaillamment. Peut-être pour impressionner ou quoi que ce soit, même si, comme vous dites, Morata, il a toutes les cages, il peut faire tous les tirs possibles. Après, on sait que Morata, on le connaît mentalement. Est-ce qu'à ce moment-là, en face à face avec le gardien, il était en mode killer ou pas? Peut-être que si Donnarumma avait été sorti un peu plus, tu vois, un peu plus gorille, ça aurait pu éventuellement modifier l'appréhension de l'attaquant. Mais après, la faute principale, elle vient du milieu qui est trop friable. Et on va y revenir sur la ligne après. C'est entre autres Barella, mais ça faisait 25 minutes qu'il aurait dû sortir. Qui a été cramé. Il tirait la langue pas possible. Il a fait d'abord sortir Verratti à juste titre, mais Barella aurait dû sortir aussi. Il était mort.
Ouais, tout à fait. Alors, je crois que j'ai un peu frisé du côté de. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez toujours. J'ai l'impression que oui, mais je crois que j'ai un peu frisé du côté de ma caméra. C'est pas grave. Dommage, ouais. Euh, je veux pas T'es bien quitter. comme ça, bouge pas. Ouais, de toute façon, je suis beau gosse, ça va. C'est ton plus beau profil. C'est ton plus beau profil. Donc, non, mais c'est cool. Non, je disais juste que. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait les torts peuvent être un peu partagés, il peut y avoir un peu plus de proactivité au niveau du gardien, De toute même façon, si on peut pas trop lui un reprocher. Le but, but il est beau quand même. c'est un C'est une ensemble assemblée d'erreurs, hein. d'erreurs. Donc ça vient Ouais, du je suis milieu, d'accord. de la défense et Mais de tu vois l'attaque. c'est Du ça. Mais tu gardien. vois, Donc, la défense, c'est sur la charnière centrale en tout cas, c'est là où je suis la plus indulgente, dans le sens où il commence à faire à remonter avec le bloc parce que c'est une contre-attaque qui est censée se préparer. Enfin, c'est une attaque et c'est une remontée de balle italienne qui est censée se préparer. Et la perte de balle fait qu'il y a une contre-attaque très proche de la surface. Donc en fait, c'était en train d'avancer. Donc c'est pour ça que tu les trouves un peu sur les talons. Ce qui recule pour essayer de boucher le problème. Ils n'y arrivent pas. Effectivement, peut-être que Chiellini ne doit pas se décaler de cette manière-là. Peut-être que Bonucci doit aller un peu plus au duel. Peut-être que Donnarumma doit un peu plus rentrer dans l'art de Morata. C'est un tout. Mais la faute première, c'est le milieu qui est pas du tout au marquage de Dani Olmo. Et en fait, j'ai cru voir qu'ils étaient repassés avec l'entrée de Moreno et Morata en 4-3-1-2 avec Dani Olmo en trequartista derrière les deux attaquants. Et en fait, personne n'a pris au marquage à partir de ce moment-là. Personne. Et c'est ça qui nous a foutu dedans. Je suis un ventriloque, comme dirait Sfico 692. Bon, allez, les gars, on va passer un petit peu à la ligne des milieux de terrain et je vais donner bien évidemment la place à Mathias. Excuse-moi, Mathias, qu'on a beaucoup parlé sur la défense. Donc, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu de terrain Barella, Jorginho, Verratti? Le milieu de terrain, il n'a pas été souverain sur ce match, quoi. C'était un peu le point négatif du match. Les Espagnols, on savait qu'ils allaient avoir la possession à outrance, mais le problème, c'est qu'on n'a pas été assez agressif. Alors, est-ce que c'était les consignes d'être un peu attentifs parce qu'on sait que les Espagnols, ils jouent à une touche là, ils peuvent pas prendre, on voudrait pas prendre un carton malencontreux pour une éventuelle finale. Est-ce que on a juste été pris par la vivacité? Il me semble que euh, Enrique a fait une composition un peu hybride sans un buteur. On s'attendait à Morata devant. Et justement, Olmo était assez libre dans ses faits et gestes. Ça a peut-être un peu déstabilisé au final ce qu'avait prévu Mancini, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le milieu, je l'ai trouvé fatigué déjà. Plus le match avançait en plus et plus c'était criant. Et puis il n'a pas été souverain. Donc on a perdu. Enfin, on sait que le foot ça se joue au milieu surtout quoi. On l'a vu avec la Juventus cette année. Quand le milieu prend l'eau, malheureusement, derrière, ça n'aide pas la défense et forcément ni l'attaque puisque c'est le pourvoyeur de ballon offensif. Donc là, je suis un peu déçu du milieu de terrain. Mis à part Jorginho, même si il peut faire encore mieux, mais lui, on sait qu'il est sur le poste de Regista, donc il est moins à même d'être éclairé par les caméras et il fait plus du travail de métronome et d'ombre. Mais Verratti, justement, dans un match comme ça, on s'attendait à ce qu'il fasse un match à la Verratti, conserver le ballon, temporiser, vraiment jouer dans ce qui nous irrite le plus possible de lui certaines fois. Là, on voulait un match comme ça de sa part, garder le ballon monopolisé, faire un petit peu son match, jouer comme un Espagnol. Salaud, voilà, et il l'a pas fait. Donc, et puis Barella, il était grillé, quoi. Il a été vite grillé d'ailleurs. Mais ça vient de son jeu aussi qui est fait de multiplicité d'appels, attaques, défense. De retour, ça y est. Donc ouais, déçu par le milieu quand même. C'est là on a perdu la bataille. Ah. Non, je passe pas. Bah nous, on est bon. Hein. Non, nous. Oui. Ouais, mais le chat, je sais pas si en fait il y a eu une coupure au niveau du chat, etc. Donc dites-nous les amis s'il y a eu une coupure ou pas. Ça m'embêterait si Sylviane, je vois que tu es dans le chat. Est-ce que tu as entendu tout l'argumentaire de Matt?
Il y a eu une coupure, effectivement. Une coupure, ouais. Excuse-moi, Matt, mais si tu peux reprendre un peu le truc, j'ai eu la connexion qui a sauté. Ouais, je veux bien. Excuse-moi, je suis désolé, mon ami. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Mot pour mot. Mais là, c'est bon. En gros, je vais être plus synthétique. Je disais que là, on a perdu la bataille du milieu, ce qui nous a porté un peu préjudice sur l'ensemble du match. Barella était vite grillé. Ouais. Il aurait dû sortir plus vite et peut-être Locatelli rentrer plus avant. Bon, je suis pas le sélectionneur, mais Barella a pas fait son meilleur match. Verratti, on aurait voulu qu'il fasse du Verratti, c'est-à-dire conserver le ballon, jouer plus à l'espagnol, comme disait Eza exactement. On s'attendait à ça, mais il l'a pas fait. Et Jorginho, il peut faire beaucoup mieux, même si je disais que lui, son principe de jeu, c'est quand même quelque chose qui est plus en back office, donc moins visible, et qui au final, c'est celui qui s'est le mieux débrouillé sur le milieu, mais on a perdu clairement la bataille du milieu. Donc c'est pour ça que je disais aussi, est-ce que Mancini a été surpris par la tactique hybride mise en place par Enrique, de ne pas mettre Morata alors qu'on s'attendait tous, ou du moins un attaquant neuf devant, de jouer sans attaquant pur et donc rajouter un faux neuf là qui est tantôt milieu de terrain, tantôt attaquant. Donc je pense que c'est Olmo qui a joué ce rôle-là. Ça a peut-être surpris la tactique que pouvait penser Mancini. Voilà. En gros, c'était ça. Alors pour redonner encore de la tactique, donc visiblement tout a été entendu. Donc merci pour moi, tu m'as fait une reprise synthétique. Merci mon pote. Verratti, c'est seulement 73 minutes de jeu. Et franchement, la stat était juste incroyable puisque vous vous rappelez des deux anciens matchs où je disais que Verratti avait touché 109 et 134 ballons. 110, 110. Et Jorginho, il était sur les mêmes temps de passage, aux alentours de 100, 105. Là, à eux deux, franchement, Verratti, il a touché 42 ballons, pardon, c'est juste très peu. Et Jorginho, en tant que régista, il a touché 50 ballons. Non, mais sincèrement, quoi. Mais du coup, ça fait relativiser les 40 ballons de Palmieri. De quoi? J'ai pas compris. Comme le disait Mathias. Ça fait relativiser les 40 ballons de Palmieri. Du coup. Ouais. Non, mais c'est clair. Sauf qu'en fait, ils sont beaucoup passés par les ailes. Et quand ils ont fait pratiquement 1000 passes, enfin 908 passes exactement, l'Espagne, comme ils passent beaucoup par les ailes, etc., c'est normal que nos latéraux touchent plus de ballons. C'était une vanne. Ouais, je sais, mais non, mais et en même temps, pas forcément, tu vois, si tu peux expliquer, parce que c'est pas normal qu'on soit fait autant manger effectivement au milieu de terrain. Mais je trouve que la justesse de jeu de l'Espagne était juste incroyable. Et après, il y avait toujours un ou deux joueurs entre les lignes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lionel, du coup? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je disais, il y avait toujours deux joueurs, que ce soit Olmo ou après, ça pouvait un autre qui arrivait, qui était entre le milieu et la défense. Il y a toujours quelqu'un dans l'intervalle, donc c'était facile à avoir pour l'Espagne. Et comme je vous le disais en privé, l'Espagne, ils ont joué rapidement. C'était une touche de balle, il y avait passe. Une touche de balle, il y avait passe. Or que l'Italie, ça portait souvent le ballon. Trop. Et voilà, Verratti, ça portait trop le ballon. Jorginho, ça portait trop le ballon. Barella, physiquement, quand on voit que malheureusement le physique n'y est pas, il pêche quand même. Chiesa aussi. Je suis d'accord. Voilà, ça portait un peu trop le ballon par rapport à l'Espagne qui, eux, faisaient courir plus la balle et courait moins. Alors que justement, l'Italie courait après le ballon et se fatiguait plus. Donc voilà, comme on dit dans le foot et comme Mathias a dit, celui qui gagne la bataille du milieu de terrain, très souvent gagne le match. Là, l'Espagne a gagné la bataille du milieu de terrain et perd au pénalty. Mais les pénaltys, c'est une loterie. Donc, ils nous ont mis vraiment en difficulté. C'est la seule équipe sur ce tournoi qui nous a mis en difficulté sur le milieu. La rentrée de Locatelli n'a pas été transcendante. Donc, peut-être est-ce qu'il avait un petit souci et que Mancini le sait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas joué les derniers matchs et qu'il est rentré très tardivement sur ce match-là parce que peut-être Mancini savait qu'il n'allait pas tenir. Peut-être Cristante aurait pu rentrer pour durcir le milieu de terrain aussi et mettre un peu de poids et empêcher les Espagnols de rentrer. Mais à la fin, on a bien vu qu'il y avait deux lignes de 5 et un attaque.
Ça tournait entre Chiesa, après ça a été Insigne. Quand Bellotti est rentré, ça a été que Bellotti. Mais voilà, on voyait qu'il y avait 2 lignes de 5 et un attaquant qui empêchait justement la défense, voire même Busquets, de monter un peu. Mais bon, on va quand même moi je veux féliciter, je l'ai tellement décrié et c'est un joueur qui m'insupporte au plus haut point. Aujourd'hui, il a été monstrueux, c'est Busquets. Il a fait un match incroyable. Il a été énorme. Ça a été la tour de contrôle de l'Espagne. Il a été vraiment exceptionnel. Ah, franchement, on a retrouvé l'ancien joueur du Barcelone, en tout cas, avec 5 ans de moins. Et je me suis posé des questions. Lionel en privé, il va être très bon en troisième division. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme produit? Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Attends, et 240 minutes, les mecs, moi ils aussi, courent comme des lapins. Des lapins. Ils ont un bon docteur. C'est clair. Eza, tes impressions un peu sur ce milieu de terrain? Je suis pas trop d'accord avec vous. Des choses à rajouter? Ça tombe bien. Vas-y. Je suis pas trop d'accord avec vous. Ça tombe bien. Enfin, il y a des points qui sont indéniables. Il y a des points qui sont indéniables. On a perdu la bataille du milieu de terrain. Enfin, comme je disais, je sais pas si ça a été volontaire ou pas, mais je sais que le problème qu'il y a eu par la suite, c'est Mancini et son coaching. Pour moi, il y a 2 Espagnes. Et il y a 2 parties du match. Jusqu'à ce que Barella, Verratti soient cuits et que les changements soient mal faits et pas assez tôt par Mancini, l'Espagne, c'est pas très comment dire, c'est plutôt inoffensif. Ça contrôle le ballon, mais ça a du mal à pénétrer la défense. Ça contrôle le milieu de terrain, ça c'est clair. On n'a pas vu Verratti garder le ballon comme il aurait fallu. Barella a vite été cuit, a comblé les espaces dans tous les sens et à la 60e, il était déjà cramé. Les actions les plus dangereuses de l'Espagne, c'est quand même en première, et c'est là où en fait ils contrôlent le ballon plus qu'autre chose. Et c'est là où Donnarumma fait les arrêts. Enfin, pour moi, c'est ça. Là où ils sont les plus dangereux et là où ils ont eu le plus de frappes et d'actions dangereuses, c'est à la rentrée de Toloi. C'est en fin de deuxième surtout, et en deuxième, oui. À la rentrée de Toloi. La première aussi, elle est pas mal. Au replacement tactique et au changement tactique de Enrique. Enrique, comme je disais, il replace Olmo en 10. Il met Moreno et Morata devant, 2 gros points de fixation. Donc, il va occuper Bonucci et Chiellini. Et Olmo, personne ne le prend au milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tellement d'efforts au milieu que Verratti est cramé, que Barella, qui lui comble les espaces et sait justement prendre ce type de joueur quand il y a ce genre de tactique, est cramé. Et c'est là qu'il faut faire rentrer des mecs comme Pessina et Cristante parce que c'est leur qualité. Et il ne l'a pas fait assez tôt. Et pour moi, si ça s'est fait, on continue à contenir l'Espagne et peut-être qu'on n'encaisse pas ce but. Et peut-être qu'on ne parle même pas de prolongation et qu'on parle d'un match totalement différent. Donc pour moi, oui, on perd la bataille du milieu de terrain. Les Espagnols, notamment Pedri, qui est, je crois, le joueur qui a le plus couru sur le terrain et qui a 97% de passes réussies en plus de ça, qui a été monstrueux, et Busquets qui a bien joué son rôle de tour de contrôle. Effectivement, ils ont maîtrisé le milieu de terrain. Mais je pense que si Mancini avait fait les bons changements au bon moment et les bonnes directives tactiques, on ne serait pas en train de parler du même match. Mais au milieu de terrain, il y a Jorginho qui fait moyen plus et les autres, c'est un match très moyen. L'entrée de Locatelli apporte pas grand-chose. On l'a vu emprunter, pareil, comme disait Lionel. Voilà. Moi, je trouvais qu'en première mi-temps, ils ont eu quand même des belles actions et qu'ils nous sortent 2-3 arrêts de grande classe, Donnarumma, et que en ayant au bout de 25 minutes 70% de possession de balle, on s'est fait écraser, quoi, tu vois. Et combien de tirs cadrés? En 30 minutes, ils n'avaient pas cadré. Comme l'Italie, ils ont des difficultés en attaque. Ça, on le sait. Tu vois, ça c'est indéniable. Ils savent qu'on a des difficultés. Mais moi, personnellement, je suis moins en accord avec toi quand tu me dis que l'Espagne, elle n'a pas eu autant d'occasions sur la première mi-temps. Moi, je trouve qu'on s'est fait écraser tout le match. On s'est fait faire pipi dessus. Maintenant, on gagne. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais déjà, on fait nul. Ensuite, tu abuses en se disant qu'on se fait pipi dessus. Je te jure que les 30 premières minutes, il y a plus d'occasions. Les 30 premières minutes, il y a plus d'occasions franches pour l'Italie. L'Espagne, elle en a une. Elle fait un tir cadré. C'est catastrophique. C'est stérile, vraiment stérile. Et pour moi, jusqu'à la 60e, parce qu'en plus, on reprend des couleurs. Et je pense que jusqu'à la 60e, vraiment, là où tout le monde est cramé et qu'on a clairement vu qu'il y avait un déficit physique parce que les changements ont mal été faits, c'est pas du tout la même physionomie du match. Pour moi, il y a 2 fois 60 minutes. Moi, je trouve qu'en fait, ils ont un gros déficit en attaque, tu vois. Mais c'est la plus grosse attaque de l'Euro. Mais c'est plus gros attaque. Mais alors, l'Italie, elle marque 3-0, elle marque des buts sur but, j'ai envie de te dire. Elle marque 3-0 à la Suisse. Elle va marquer à tous les
toutes les rencontres, etc. Elle gagne, mais en même temps, quand tu regardes l'attaque, c'est pas une folie, tu vois. La meilleure attaque c'est pas une question d'une folie ou pas. Bah si. C'est pas une question de folie. Mais non, c'est pas une question d'une folie ou pas. Il y a Morata, mais regarde, Morata, Gérard Moreno rentre, il remet en place son dispositif, ça marche, il marque, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont au moins la moitié de leur frappe et plus de la moitié de leurs occasions. C'est bien que tactiquement, s'ils ont envie, ils ont les joueurs pour. Quand tu as Olmo qui te fait 5 tirs, tu me dis pas ça, tu vois. Quand tu as Oyarzabal aussi qui fait quelques tentatives et qui t'en fait 2, et tu as Fernand Torres aussi qui te fait 2 tirs, on est déjà à plus de la moitié. Et ça sans Morata. Après Morata, il rentre, il ouvre des brèches parce que la défense est fatiguée. Dani Olmo 5 frappes, 3 en deuxième période, hein. Minimum. Non, je suis pas d'où tu sortais les stats, mais moi je les ai. Je sais pas celle-là, mais on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi tu les réinventes. Tu peux pas. Tu les réinventes. Non, je les réinvente pas. Je les réinvente pas. Bah dis-moi combien de frappes en première période. Vas-y, dis-moi. Mais je l'ai pas. Mais toi, tu l'as la stat, la vraie stat. Vas-y, sors-la moi, parce que là, tu me dis des trucs pour inventer ton truc. Moi, je te dis que j'invente pas. Je te dis ce que j'ai vu. Mais non, moi, ce que j'ai vu sur le match, c'est que franchement, bon, après, on va pas faire un long débat dessus. C'est que sur les 30 premières minutes, 35 premières minutes, on n'a pas existé. Et que l'Italie, en fait, elle est revenue sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps. C'est nous qui avons la première occasion du match. Mais alors, mais à un moment donné, Gigio Donnarumma, il va pas chercher 2 fois sur son côté, et c'était dangereux. À un moment donné, il la laisse pas sortir parce que ça a touché un autre. Je dis pas le contraire, mais il y a une frappe et qui est même pas si dangereuse que ça. Est-ce qu'on a été dangereux? L'autre, il loupe son contrôle. Il loupe son contrôle et Barella récupère le ballon tranquille dans la surface. Et sinon, il y a rien eu. À part ça, une frappe, il n'y a rien eu pendant 35 minutes, honnêtement. Et à partir de la 60e, comme je te dis, par contre, on a pris l'eau. Ça, c'est indéniable. Là, je suis d'accord avec vous. Mais la première mi-temps, non, pas du tout. Bon, on n'a pas le ballon, mais on prend pas l'eau. Il y a une différence entre les deux. Ok, si tu veux. Moi, en tout cas, je me suis fait pipi dessus jusqu'à la 75e minute et qu'on marque notre but. C'était quoi, 65, 70? En tout cas, garde la parole. 57. Garde la parole et dis-nous un peu qui tu voudrais noter au milieu de terrain. Moi, en fait, j'étais bien parti sur. Je veux bien noter Verratti, moi. Moi, j'étais parti sur Jorginho parce que c'est quand même celui qui a fait le plus beau match. Justement pour ça que je veux noter Verratti. Mais on peut avoir des impressions un peu différentes. Il y avait Barella aussi. Mais Verratti, on peut le noter. Il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on note Verratti, les gars? Ouais? Allez. Moi, je suis prêt. Allez, on a 2 extrêmes. On a 2 extrêmes. Alors, 5 pour... j'ai noté un peu gros. Merde. Ouais, 5 pour toi, Mathias. Alors, je vous préviens, les gars. 4-4. Si vous ressortez les mêmes arguments que l'autre qui a donné 2 points de moins, non, là, tu dois défendre Verratti. Tu as noté 5. Tu dis... Non, dis ce que tu penses, Mathias. Commence pas à l'écouter. Là, il veut que tu défendes son chouchou. L'écoute pas. S'il a été mauvais, dis-le. T'inquiète pas, je suis là avec toi. Je viens de lui donner un 4. Je l'ai pas trouvé bon. Je vais vous dire la vérité. En fait, la vérité, c'est que pour moi, 5, c'était pas une bonne note. Je m'attendais pas à ce que vous donniez moins. Alors, écoute, pour moi, c'est un mauvais match. Ça fait comme Lionel la dernière fois. Non, pour moi, c'est un mauvais match. Et justement, tu as 30 secondes. Mais si tu veux, je peux le faire à ta place. Hein, pour dire, enfin, moi, je vais pas le défendre. Et là, il faut que tu le défendes. Moi, j'ai pas les arguments pour pouvoir le défendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il faut que tu me dises. Parce que là, Isa, il va te défoncer, quoi. Là, j'ai demandé. C'est mon dessert, le coup de pouce. Au public. J'ai le droit au coup de pouce, au public, ou un coup de fil à un ami, là, quelque chose. Parce que, non, en vrai, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je pensais que 5, c'était pas une bonne note parce qu'il n'a pas été. Je veux dire, il n'a pas été. C'était pas Immobilier, si on peut dire ça. Parce que là, Immobilier, c'est le néant du football. Mais. Il n'a pas été monstrueux, et loin de là. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas porté les ballons comme il fallait. Allez, on va partir sur tes 30 secondes. C'est parti, il faut que tu le défendes. Allez. Ah merde. Alors, Verratti a été vraiment monstrueux.
c'était le meilleur du milieu de terrain. Il aurait fallu 3 Verratti sur le terrain. Il n'y croit même pas. Et on s'attendait vraiment à ce match-là de sa part. On sait que en plus, c'est un pur produit du PSG qui est une des meilleures équipes d'Europe. Donc vraiment, Verratti monstrueux et bravo. C'est bon, on a gagné. On y croit. Tu me laisses une minute pour digérer toutes ces conneries. Allez, je réponds. T'as 30 secondes déjà. Allez, c'est parti. Bah, moi, j'ai vu Verratti quand il est sorti du terrain. Voilà. Ouais. C'était la meilleure action de son match. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça résume tout. À un moment donné, si, il a fait une belle action. Il est allé engueuler l'arbitre. C'était pas mal. Voilà. Mais Verratti, ce soir, il a fait exactement ce qu'on voulait pas qu'il fasse. C'est-à-dire, il n'a pas joué son jeu. Son jeu, c'est de garder le ballon, de tricoter, d'emmerder l'adversaire. Il a rien fait. Il a buté sur le côté. Et puis, il est sorti se doucher à la 73e. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Tu as gagné le débat. Allez. Moi, j'étais bien aussi, là, non? Non, franchement, Mathias, t'as été au top. Mais on aurait pu dire aussi, tu vois, que il a trompé de match. C'était contre la Belgique. Voilà, il a apporté de l'expérience, il a essayé de parlementer, il a essayé d'amener cette grinta en jetant beaucoup par terre. Tu vois, on aurait pu essayer, mais non, même moi j'y crois pas, c'est pas possible. Allez, Zah, tu gardes la parole, c'est à toi maintenant de commencer pour l'attaque. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette attaque, cette animation offensive Chiesa, Immobilier, Insigne? Quand tu touches à fais synthétique, fais synthétique, Je fais terrain en herbe classique. Super. Quand le trio d'attaque touche 50 ballons sur un match comme ça, c'est logique. Tu veux dire quoi de plus? Chiesa s'est donné à fond. Il a marqué sur un superbe but. Le but, que vous le vouliez ou non, ça part d'une passe magnifique d'Insigne sur un bel appel d'Immobilier qui perd son duel, certes. Mais Chiesa, on le voit au moment, avant même qu'il y ait le tacle, il a un coup d'œil, on le voit, il commence à partir à gauche avant même que le tacle soit réalisé. Donc il anticipe, ce qui fait qu'après il est dans la bonne position, son pied droit il est magnifique, ça rentre. Après, ils ont passé quasiment leur temps à défendre comme des chiens. Chiesa, Insigne, à la 60e, ils étaient déjà cramés. Chiesa, il a joué encore 50 minutes de plus derrière, c'est surhumain. Insigne a gagné des ballons de la tête. Voilà, encore une fois, il faut le souligner, 1m63, il gagne des duels de la tête, c'est beau. Moi, ça, franchement, je suis admiratif. Moi, 1m77, j'en perds 10 sur 11. Non, franchement, très propre. Honnêtement, Chiesa, voilà, il a apporté de la profondeur, il s'est battu comme un chien, il est récompensé par un magnifique but. Insigne, mine de rien, a bien défendu aussi. Il a plutôt été incisif dans ses attaques, il a bien suivi les choses, sauf en première période, là, quand il essaie de dribbler au lieu de repartir en arrière, il la sort. Voilà, c'est un petit loupé. Puis Immobilier, malheureusement, quand il doit frapper en première intention, il essaie de se retourner, il essaie trop de jouer au ballon, et c'est pas ses qualités, quoi. Moi, je veux le voir mettre un coup d'épaule, gagner le ballon gagner le duel, mettre une frappe en première intention. Quand à un moment, Insigne l'envoie dans la profondeur, il est tout seul, il essaie de se retourner au lieu de frapper pied gauche, et au final, on perd le ballon. C'est moins pire que la Belgique, honnêtement. Je vais dire la vérité, c'est moins pire que la Belgique. Parce que la Belgique, il avait vraiment loupé tous ses contrôles, tout ce qu'il avait tenté. Les appels étaient dans le mauvais sens. Là, il y avait des appels qui étaient dans le bon sens. Il a réussi 2-3 contrôles, mais ça reste que c'était pas du tout ce qu'il fallait. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, et comme je vous l'avais dit en off aussi entre nous, j'aurais préféré voir Belotti sur ce match. Et on a vu que l'entrée de Belotti a fait beaucoup de bien. Il a gagné des duels, il s'est battu. Vraiment, et je pense que dès le début, sur la défense, surtout dans la première mi-temps, on a vu que la défense espagnole reculait beaucoup, n'était pas très sereine dans les relances quand il y avait un bon pressing. Je pense que dès le début du match avec Belotti au pressing, on aurait pu marquer plus facilement. Donc pour moi, le meilleur ce soir, c'est Chiesa, et Belotti a pas été mauvais du tout. Pourtant, je lui ai assez craché dessus pour que là, il mérite que je souligne son bon travail. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, toi, Lionel, du coup, de cette animation offensive? Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins bien? Enfin, sur laquelle chose t'as été déçu? Je vais commencer par le moins bon, Immobilier, comme d'hab. Ouais, je vais reprendre tous les arguments
à utiliser. Il a été vraiment, pour moi même, c'est de pire en pire. 17 ballons en 60 minutes. Il joue de moins en moins bien. C'est incroyable. Là, en première mi-temps, on a la première action où et je crois que c'est Insigne qui lui fait la passe. Au lieu de la remettre de suite à Barella ou à Chiesa, il va te faire, il tourne sur lui-même, il perd 2 heures. Putain, mais c'est pas possible. Et justement, je pense que tu mets Belotti, là, ça va plus vite et ça va au fond. Voire même il tire Belotti. Mais il crée quelque chose de dangereux. Là, il perd une demi-heure. Et pour moi, Immobilier, c'est vraiment le moins bon joueur de l'équipe d'Italie sur cette Euro. Et Mancini a bien fait de le sortir rapidement et de laisser Chiesa, parce que j'ai eu peur qu'il sorte Chiesa, pour faire entrer Berardi. Berardi au début, qui a fait une bonne rentrée. Berardi, quand même, il faut le souligner, parce qu'il a bien taillé sur les derniers matchs. Il a été intéressant sur son côté droit, il a créé 2 actions dangereuses, il marque un but, il est hors jeu de quelques centimètres, mais voilà, ça aurait pu être le but de la gagne à quelques minutes de la fin. Pour moi, il a fait une super bonne entrée. Il a été même meilleur que Insigne et Immobilier. Insigne a été pas super en vue. Il a été moins fort par rapport à la Belgique. La Belgique a eu du mal contre la Belgique, il a eu du mal. Mais là, j'ai bien aimé, tu vois, quand il a été replacé alors sur un court moment, hein, j'ai bien aimé quand il a été replacé en espèce de faux neuf pour pouvoir servir sur les côtés. J'ai trouvé que c'était intelligent de la part même si je vais pas être fan ce soir des coachings de Mancini, j'ai trouvé que c'était en tout cas élégant d'avoir fait ça, parce que ça permettait d'avoir une plus grande animation finalement et de pouvoir faire partir les 2 pistons. Ciao ragazzi, siamo in finale. Ciao Artax. Ouais, effettivamente fa piacere. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu la parole, Lionel. Non, comme je disais, Insigne a moins bien joué ce soir que par rapport à la Belgique. Et les entrées de Belotti et Berardi nous ont fait du bien. Chiesa a été très stratosphérique encore sur ce match-là. Il fait 115 minutes, on le voit à la fin, il discute avec Luis Enrique à la mi-temps de la prolongation. Il lui dit, j'arrête pas de faire des longueurs, j'en peux plus. Et Luis Enrique, il est mort de rire. Et c'est ce qu'il a fait. Si on regarde le nombre de kilomètres que Chiesa a dû faire, ce serait intéressant d'avoir la table. Ça doit être énorme. Et Chiesa, vraiment, il prend une dimension depuis les 6 derniers mois à la Juve et sur cette Euro. C'est vraiment exceptionnel. L'Italie, oh là là, attends, c'est Amine PJ qui nous a envoyé son trafic ou quoi? Il y a 43 spectateurs. Bravo, merci Amine. Qui nous a envoyé du monde, Amine. Tu fais plaisir, Amine. Ah là là, cœur sur toi. La famille, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Je tiens à remercier tout le chat ce soir qui est avec nous. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour notre travail. Et surtout, les amis, quand vous vous abonnez, vous aidez des gens en difficulté. Ça fait plaisir. Amine, n'oublie jamais que 50 est grand. 50, 4000, tu me fais rigoler, mort de rire. Excuse-moi Lionel, ça fait plaisir. Franchement, un grand merci, cœur sur toi, Amine. Vas-y. Voilà, c'est ce que j'ai fini de dire, ce que j'avais sur l'attaque. Pour moi, les meilleurs, ça a été Chiesa, mais de très loin, et Belotti et Berardi. Ouais, le reste, Immobilier, Insigne, c'était moins bon. Ouais, je suis d'accord. On va passer au top et au flop et je vais donner la main maintenant à Sontayouf, Mathias, tes top et tes flops pour ce match. Alors, mes tops, pas forcément dans l'ordre. Chiesa, forcément. J'ai bien aimé. Il peut être dans les tops quand même. Di Lorenzo, il a été quand même assez costaud sur son côté, je trouve. Et le troisième, en vrai, je sais même pas qui c'est que. Tu peux donner un espagnol, hein, si ça te plaît. Non, c'est dur ça. Ouais, pourquoi? Ça me fait chier un peu, ça m'écorche ça, tu vois. tu vois. Non, après c'est vrai qu'en en face, on pourrait dire Olmo, bien sûr, mais si on se concentre sur nous. Vraiment, je dirais Chiesa, je dirais Di Lorenzo. Bon, on va mettre Kilo aussi parce que avec le poids de l'âge qu'il a, et puis ça fait tellement plaisir de le voir
je sais pas comment vous vous rendez compte là, comme il a le sourire tout le temps. Vous avez vu pour les pénaltys. Pour les pénaltys. Ah ouais, non. Il a mis une patate à Jordi Alba. C'était monstrueux. C'était juste incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. L'autre, il était en stress intense. Il était en train de se chier dessus, limite. Et puis Chiellini était décontracté total, quoi. Donc, vraiment, rien que pour ça, puis là, il a quand même pas été trop mauvais. Donc, on va dire ces trois-là. Allez. Ok, ça marche. Et les flops, bah vas-y, je t'écoute. Alors, Immobilier. Mais il faut que tu te dépêches là. Comme la mobilette Immobilier. Ah, pardon. Alors, Immobilier. Berardi, parce que j'ai trouvé mauvais. J'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé qu'il avait rien apporté de terrible. D'accord. Et non, j'ai pas eu le même. Et qui c'est qu'on disait? Je me rappelle plus. Et le trou de mémoire. Merde, oh là là, la vieillesse. Oh là là. Là, la vieillesse. Tu peux nous parler de l'attaque du coup? Pourquoi t'as pas aimé Berardi? L'attaque. En fait, l'attaque, même Bellotti, je l'ai pas trouvé terrible. Je dirais l'attaque au complet, à part Chiesa, c'était pas terrible, vraiment. Ouais. Bon, ok, d'accord, ça se joue. À toi, Esa. Alors, j'ai commencé par les tops aussi. En top, je mettrais Chiesa, forcément, son but, son activité pendant 115 minutes, c'était incroyable. Chiellini, en très grande forme, et puis dans la psychologie, notamment au moment des pénaltys, comment il a galvanisé ses coéquipiers, comment il a essayé de déstabiliser un peu l'Espagne, c'était très fort. Et Morata, c'est comme Trezeguet en 2006, c'est un joueur de la Juve qui nous donne le titre en 2006 et qui là nous qualifie pour la finale. Merci ouais. Morata d'avoir raté ton penalty, on l'oubliera pas. Et du coup les flops, Verratti, comment il s'appelle l'autre là? Je sais plus, il bouge pas en attaque et il est pas immobilier. Il est pas immobile. Il est pas immobile. Ouais, c'est ça. C'est ça, Siro agent immobilier. Et allez vite les gars. Et le troisième, après on fait un petit point vite fait mercato sur les rumeurs. Il est top. Allez, on se dépêche. Bah vas-y. Il est minuit 40. Il est minuit 44 et je pense que non. Je peux. Tu peux plus. Vas-y. Barrella. Ok. À toi Lionel. Rapidos. Alors pour moi les flops, je vais mettre Immobilier, Verratti et Locatelli. Il fait pas une bonne rentrée, il rate son premier tir au but, donc il nous met en difficulté sur la séance de tir au but. Et pour les tops, je vais mettre Chiesa numéro 1, énorme. Chiellini, parce que dès qu'il joue et qu'il est physiquement présent, personne ne peut le passer. C'est très costaud. Et moi, je vais mettre Donnarumma, parce qu'il fait un match assez impressionnant, même si sur les relances à pied, c'est pas bon. Et sur la séance de tir au but, il nous qualifie, il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Donc, Donnarumma, pour moi, doit faire partie des tops. Ouais, dites-nous dans le chat vos tops et vos flops, on peut en discuter rapidement. Pour moi, mes tops, il y a Chiesa, Chiellini, et je vais en mettre un de l'Espagne. T'as plus de temps. Et je finis. Busquets, il a fait un match incroyable. Et sur mes flops, moi, Busquets, on en a parlé tout à l'heure en loin en large, j'ai trouvé qu'il était juste ouf. Et flop, c'est Immobilier, Mancini, Verratti. Mancini pour le coaching, parce que pour moi, en fait, il n'a pas fait les bons coaching au bon moment. Même si j'ai trouvé judicieux qu'il fasse rentrer, qu'il sorte Immobilier et qu'il mette signé en neuf pendant quelques temps, ce qui a permis de redynamiser au niveau de l'attaque et en tout cas de pouvoir lancer les deux pistons sur les côtés. Mais désolé les gars, je vous presse un petit peu, mais il est minuit 44, minuit 45 je crois, et je sais que en fait les gens ils ont envie d'entendre aussi un petit point mercato. Lionel, sur la Juventus, est-ce qu'il y a des avancées sur le mercato, mon loulou? Alors Locatelli devrait se faire très vraisemblablement après l'Euro, parce que plus l'équipe italienne avance à l'Euro, moins c'est possible de négocier. Donc pour moi, très sincèrement, je pense que Locatelli sera un futur joueur de la Juventus. Aujourd'hui, on a eu des nouvelles d'Arthur qui s'entraîne et qui attend la reprise d'entraînement pour voir si sa calcification lui fait toujours mal ou pas. Mais normalement, c'est pas une opération. Il devrait se faire opérer et l'opération dure. Il aurait une disponibilité de 2 mois. Donc, c'est complètement con d'attendre. Il aurait pu le faire dès la fin du championnat et se déplier et revenir frais pour la reprise du championnat.
Et d'après ce que j'ai lu, ça serait le dernier choix d'Allegri dans les milieux. Donc à voir si Allegri il va pas faire quelque chose pour le faire partir, s'il va changer d'avis pendant la pré-saison. À voir. Mais d'après les rumeurs qui passent, Arthur serait vraiment le dernier choix d'Allegri au milieu de terrain. Ah, d'accord. Bon. Après, au niveau de l'attaque, à part la rumeur Caio Jorge qui est sortie il y a quelques jours, où la Juve pourrait l'acheter et le passer à Sassuolo dans le deal avec Berardi. Il n'y a pas de nouvelles rumeurs qui sortent. On a pu avoir Dzeko, que la Juve était toujours en pourparlers avec son entourage, mais comme je le disais sur Twitter, Dzeko, ça fait 10 ans qu'on en parle à chaque été. Et encore l'été dernier, l'été dernier ou l'été d'avant, c'était encore à peu près crédible, mais là, avec son âge, ce qui viendra en 4e attaquant pour aussi cher, je pense pas. Non. Alors, je reviens juste sur les tops et les flops. Je suis désolé, j'ai un peu de temps, Eza, un tout petit peu. Non, pas non, c'est pour ceux de Sylviane. Non, pour ceux de Sylviane, Top Chiesa t'as tout le temps que et Giorgio. Et pour BC Artax, Chiesa, Kielo, Gigio, Flop, elle est pas mal celle-là. Immobilette. Barella, Locatelli. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation, les amis. Excuse-moi, Lionel. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Il nous donne des noms et des top et flops qui sont vraiment très intéressants, donc autant faire participer le chat. Après, en défense, il y a la rumeur Rugani qui pourrait intéresser la Fiorentina. Donc, ça pourrait débloquer aussi le transfert pour Milenkovic. Voilà. Ça pourrait être Rugani plus une somme d'argent pour Milenkovic. Et Demiral, il n'y a pas d'avancée sur le sujet qui voulait partir à un moment, il était en marché. Pour le moment, il n'y a rien de plus. Je pense que dès que l'Euro va se finir, là, ça va partir dans tous les sens et tous les clubs vont se lâcher, vont faire des transferts. Mais pour le moment, ça va pas. Alors, on sait qu'il y a Keane. De rumeurs. On sait qu'il y a Keane en attaque qui intéressait beaucoup la Juventus et en même temps, derrière, Everton a dit non, je ne veux plus le prêter. Si vous le voulez, Paris Saint-Germain, vous faites une offre. Peut-être que la Juventus aurait un truc à jouer en faisant jouer leur clause. Je crois qu'il y avait une clause de rachat à 40 millions, un truc comme ça. C'est ça? Alors, c'est pas 40 millions, c'est un accord verbal en fait. C'est ça. Quand Everton et la Juve. Si la Juve fait la même offre qu'un autre club, c'est-à-dire si PSG arrive et dit nous on met 40 millions. Si la Juve met 40 millions aussi, la Juve est prioritaire sur le PSG. D'accord. Alors, il ne vient pas chez nous, mais l'offre de la Juve est acceptée. Okay. C'est ça. L'offre de la Juve est acceptée. Okay. Donc voilà ce qu'il y a. Mais 40 millions sur Keane, faut oublier déjà que l'effort sera fait sur Locatelli. Et en plus, avec une contrepartie technique. Donc, j'y crois pas, moi. Hein. Vraiment. Voilà. Et donc, après, ça sera, comme le disait Cherubini et Arriva Bene, ça va être un mercato d'opportunité. Dès qu'il y aura un joueur que la Juve intéresse et qu'il y aura une ouverture de la part du club, mais la Juve va y aller, va voir ce qui est faisable ou pas. Mais on ne va pas dépenser des milliers et des cents. Ça sera soit des échanges. Et comme je disais, l'effort financier sera fait sur Locatelli. Ouais. Donc voilà sur les dernières news. Je pense que dès la semaine prochaine, à partir du 12 juillet, là, après l'Euro, ça va être plus vif. On va rentrer plus dans le vif du sujet au niveau du mercato. On va vous proposer, hein, les amis du chat, on va vous proposer quelques émissions aussi sur des points mercato. Et puis on va relancer un petit peu les débats après l'Euro. Ça nous a beaucoup fatigué tous ces lives pendant l'Euro. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et vous avez été juste formidables. Je vous laisse le mot de la fin, les amis. Et dernier point. D'après Sky, Pjanic, aucune négociation. C'est vraiment. Et tant mieux. Ça, c'est bien, Tant mieux. Mathias, on te retrouve bientôt tu as fait encore un trade incroyable cette semaine sur les rencontres de l'Espagne. Peut-être tu as un petit sujet que tu vas vouloir nous relancer un petit peu là cette semaine pour la finale ou quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vais sûrement regarder quelque chose par rapport à la finale. J'attends juste de savoir qui ce sera. Et puis, si je vais
Je vais sûrement avoir l'occasion de poser des questions en privé à Mirko Di Natale sur la fin de semaine. Donc, au niveau du mercato, peut-être des nouvelles choses à voir. Tu lui fais la bise à Mirko. Ouais, mais carrément, mais amène-le avec nous. On a qu'à faire un live tous ensemble. C'est la famille, Mirko. Tu le sais, quoi. Vous l'invitez, il vient. Hein. Vous l'invitez, il vient. Non, mais c'est clair. On l'a déjà fait. Il est déjà venu plusieurs fois et franchement, il est super sympa dès qu'il veut venir. Et je pense qu'on le refera cet été. Ouais. Il y en a plein d'autres qui sont hyper intéressants aussi, mais Mirko, il est vraiment incroyable et toujours hyper disponible pour nous et les fans français, c'est génial. Eza, je suis désolé, j'ai dû te presser un petit peu aujourd'hui, mais c'est juste une question d'horaire. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Pourquoi tu parles encore? Ça fait 8 minutes qu'on doit arrêter de parler là. T'es en retard. Ok. Tu sais quoi? En privé, je vais t'appeler avec un autre nom. Et tu sais lequel nom je vais t'appeler? Non, tu vas rien dire du tout. Tu vas rien dire du tout. Mais du coup, je veux juste dire merci au chat parce que à cette heure-là, c'est quand même très tardif et ils sont encore là. Donc franchement, un gros merci. Et puis à dimanche, hein, pour fêter la victoire. À dimanche. Inch'Allah. Et merci à Amine de nous donner un coup de main et de nous envoyer le monde du chat. Franchement, c'est top. Ouais, franchement. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ciao. Et on se donne rendez-vous. Allez, ciao. On se revoit pour la finale et pour le Forza Italia. Ciao.